All my fellas, 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 all my fellas. Bonjour à tous et à toutes, bonne et heureuse année 2024. Et comme chaque année, je termine toujours ma chaîne YouTube avec mes habituelles 3 vidéos de bilan cinéma pour parler de mon année cinéma passée, puisque je fais des vidéos My Little Pony, je fais des critiques et tout, des sketchs et tout ça, des rec-TP, mais je fais aussi du cinéma, et comme c'est un truc que je fais habituellement et qui est aussi très sympa à faire, et bien à chaque fois je fais un bilan. Et donc j'avais commencé avec ma vidéo des pires films de cette année, et donc c'est très bien, on a commencé avec le pire, et donc cette fois-ci on va parler de mon top, de mes films préférés de cette année 2023. C'est un top 10 évidemment, comme chaque année, puisque je trouve toujours beaucoup plus de bons films que de mauvais, heureusement. Sauf que cette fois il y a une petite pirouette dans ce top, dans mon top de cette année, puisque dans ce top 10, eh bien, il y aura 11 films. Voilà, hein, oui, c'est très, très astucieux, hein, vous allez voir, vous allez voir. Et j'espère aussi que tout va bien chez vous, que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël, une bonne et de bonnes fêtes de fin d'année en général. Pour moi, tout s'est très bien passé, je suis très content de pouvoir faire cette bonne vidéo-là, ce bilan. C'est toujours très marrant de faire ça chaque année, c'est très ludique. Et on va commencer tout de suite avec la petite surprise, l'astuce hein, qui est très facile au final, à savoir que on commence évidemment avec le top 10, donc le top de mes films, de mes 10 films préférés. Sauf que ce top 10, c'est un ex-aequo. Sauf que comme il y avait des films que j'avais beaucoup aimés, que j'avais vraiment envie de mettre, et au final ce numéro 10 est un ex-aequo. Comme ça je peux mettre 11 films dans un top 10. Voilà, c'est très pratique. Et donc on commence tout de suite avec le numéro 10. Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, Hunger Games 5, qui est pas une suite aux 4 premiers films, mais qui est un préquel pour le coup, qui est pas un spin-off, c'est vraiment un préquel, ça se concentre cette fois-ci sur le personnage du président Snow, mais dans sa jeunesse. Et la saga Hunger Games, c'est une saga qu'on a en DVD, hein, ils sont là au-dessus, là, vous pouvez pas les voir, mais ils sont là. Et c'est une saga de films que j'appréciais, que je trouvais sympathique, hein, sans plus. C'est voilà, en termes dans les sagas justement comme ça, pour adolescents, moi j'ai toujours beaucoup plus préféré là voilà. Moi j'ai toujours beaucoup plus aimé la saga du labyrinthe, enfin voilà, la trilogie, les 3 films, je les ai tous joués au cinéma, et c'est alors que les Hunger Games, les 4 films Hunger Games, j'en avais jamais vu aucun au cinéma sauf le dernier, alors que les labyrinthes, pour le coup, les 3 films, je les trouve vraiment excellents, je les ai toujours beaucoup aimés, je les ai toujours préférés en termes de saga pour ados. Mais là, donc ce saga film, j'étais quand même allé le voir parce que l'univers est intéressant, et il est 10ème quoi, il est dans le top, quoi, parce que c'était vraiment ultra bien, c'est mon film Hunger Games préféré de la franchise, je le trouve vraiment super cool. Que ce soit en termes d'ambiance, en termes de personnages aussi, s'intéresser au personnage de Snow aussi, c'est très très cool. Et ce qu'il montre aussi dans le film, c'est super cool, c'est pareil aussi en termes d'univers, j'ai beaucoup aimé du coup le plonger dans le passé de l'univers de Hunger Games, donc de Panem, ça là c'est voir le passé, donc c'est très cool parce qu'en termes de style, Hunger Games, Panem, c'était toujours c'est une série post-apo, mais qui se déroulait dans le futur. C'était pas vraiment apocalyptique, mais c'était une dystopie du futur, donc ça se déroulait dans le futur avec des technologies avancées. Et là dans Hunger Games donc 5, on est 60 ans avant, mais on est quand même donc 60 ans avant le Panem qu'on a connu, mais c'est quand même le Panem, c'est quand même une dystopie du futur, donc il y a un côté rétro-futur, mais c'est quand même futuriste, tu vois, genre faut quand même que ce soit futuriste par rapport à nous, mais il faut que ce soit moins futuriste que dans les films Hunger Games, donc sur ce côté-là c'était très intéressant justement de voir comment était le Panem à l'époque, tu vois, comment se passait la retransmission, comment étaient les premiers Hunger Games, à la base il n'y avait qu'une seule arène, tu vois, c'était même pas une forêt, c'était une seule arène, la technologie était moins bien évoluée.
Et sinon en soi le film aussi est ultra prenant, tu vois, cette idée de compétition entre tous les, enfin entre tous les tribus, enfin c'est des mecs qui viennent de l'académie du Capitole qui font une compétition par rapport aux Hunger Games et tout, tu vois, genre c'est aussi j'ai trouvé ça très intéressant et j'étais vraiment pris dans le film, quoi. Ils ont vraiment bien réussi à nous réintroduire l'univers entre guillemets, à nous à introduire de la tension, du suspense, des enjeux et tout, quoi. Tu sens vraiment le truc, ça marche très bien. Par contre après la dernière partie, puisque le film est séparé en 3 parties, la dernière partie qui dure 40 minutes, je crois 45 minutes, elle est beaucoup plus lente que les autres, puisque bah, c'est un épilogue entre guillemets, puisque bah, t'as les 2 premières parties qui sont justement bah, tout cet enjeu autour des Hunger Games et d'une possible révolte. Et après, dans la dernière partie, bah, on montre les conséquences de tout ce que les personnages ont fait, donc c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent, beaucoup plus posé. C'est vrai que ça prend son temps, et donc par rapport à la première partie, les 2 premières parties du film qui sont plus tendues, explosives et tout, bah, la dernière est elle passe un peu plus lentement, tu vois, parce que c'est plus lent justement, ça prend plus son temps, il n'y a pas d'action, c'est plus des discussions, une romance et tout. Mais ça passait quand même plutôt pas mal, hein. Cette dernière partie, je l'ai vue qu'une seule fois. Je pense que je devrais la revoir, mais je pense que la première fois, évidemment, quand tu la vois, tu trouves ça un peu long. Mais la deuxième fois, si quand je reverrai le film, bah, étant donné que je sais ce qui va se passer, bah, je pense que ça passera mieux. Mais ouais, non, en général, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Mais au final, maintenant que j'ai vu le film, j'ai envie d'avoir une Switch, quoi. C'est tout bête, hein, mais cet univers rétro de Hunger Games, les enjeux qu'ils ont placés, tu vois, le personnage aussi de Snow jeune, l'acteur qu'ils ont pris, il est génial, et ce qu'ils font avec le personnage de Snow jeune, il est vraiment ultra bon, et vu là ce qu'on a montré dans ce film là, j'ai trop envie d'en avoir une suite. Et j'ai trop envie de continuer du coup sur une nouvelle trilogie, pour continuer de voir Snow jeune continuer à grandir, à devenir de plus en plus fou, de plus en plus horrible, pour arriver au final jusqu'à être président de Panem, hein, comme on le voit dans les films. Ce serait ultra intéressant, et moi j'ai trop envie de voir ça, tu vois. Au départ, je suis allé voir le film en étant curieux, ce Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et maintenant que je l'ai vu, je veux continuer. Je veux avoir des suites, je veux continuer à suivre ce personnage de Snow jeune, tel qu'ils l'ont fait là, je veux continuer à être dans cet univers, et en plus le film Hunger Games, il a bien marché, hein. Il a rapporté 325 millions dans le monde, c'est moins que tous les autres, mais c'est pour le film que c'est, où t'as une dernière partie, 40 minutes, où c'est des personnages qui parlent, ça marche plutôt bien, tu vois, genre c'est pour faire un côté un peu auteur. Peut-être, je sais pas, mais malgré tout ça, le film a quand même bien marché pour ce qu'il est, quoi. C'est une bonne reprise de la saga Hunger Games, et s'il continue comme ça, il pourrait gagner plus d'argent au fur et à mesure, et ouais, non, moi je dirais pas non, tu vois. Moi j'aimerais vraiment voir une suite et voir d'autres films en continuant à suivre Snow, ce serait vraiment super cool. Et maintenant, on passe au numéro 10 aussi, le numéro 10 ex aequo. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle du roi. Jeanne du Barry, le film français un peu très même polémique de Maïwenn qui est sorti au début de l'année. Je suis pas allé voir beaucoup de films de Maïwenn, j'en ai vu aucun au cinéma. J'ai vu que Police à la télé, mais sinon ces autres films je n'en ai pas vu. Et je suis allé le voir Jeanne du Barry parce que Johnny Depp évidemment, pour le côté un peu polémique et tout, ça attire un peu. Mais au final j'ai vraiment adoré ce film là. Jeanne du Barry, c'est vraiment... Le film est très bien fait, il est très bien construit, notamment en termes d'histoire et d'attachement au personnage, puisque on suit le personnage de Jeanne du Barry, joué par Maïwenn, qui est très volage, très espiègle et tout, et qui correspond pas du tout au comportement de la cour de Versailles, et qui donc va se retrouver à l'intérieur de la cour de Versailles. Donc du coup elle est complètement décalée, opposée par rapport à la cour du château, et du coup elle va se faire insulter, elle va être mal vue, et elle va se faire chambrer et tout, mais malgré tout le fait qu'elle devient la favorite du roi. Et donc du coup rien que ce truc là, ça rend le personnage assez plaisant à suivre. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que du coup on rentre dans cet univers du château de Versailles, dans cet univers, et on découvre tout ce qui le compose, les codes, le protocole, comment se tenir et tout, comment marcher, comment saluer le roi et tout, tu vois. Donc du coup comme on nous fait découvrir tout ça avec elle, du coup ça rend le personnage aussi ultra attachant, tu vois. Ça rend cette version
Jeanne du Barry dans ce film, très attachant et très plaisant à suivre, parce que du coup bah, elle a un côté très espiègle opposé au côté très protocolaire et très froid de Versailles, et qu'elle nous fait découvrir aussi cet univers avec elle. Bah, du coup bah, justement on est attaché à elle, et du coup bah, ça rend, on est attaché à ce personnage, et donc du coup bah, on est vraiment dans le récit, on est attaché au récit, et on le suit très bien. Donc bah, rien que ça, tu vois, en termes de scénario, de personnages et de construction de l'histoire et du scénario, bah, je trouvais que ça marchait très bien du coup, et que du coup bah, ça rendait ce film historique très plaisant à suivre. On est très attaché du coup au personnage de Jeanne du Barry, et du coup bah, ça rend toute l'histoire assez fascinante, très plaisante, hein. On aime la suivre, on aime voir l'évolution et voir de l'histoire, de son rapport au roi et à la cour et tout, et à ce qui se passe. Et ouais, non, du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et tout, l'univers. C'est encore évidemment film d'époque et tout français, donc du coup c'est évidemment hommage à Barry Lyndon avec de Kubrick, donc avec un narrateur qui raconte tout, avec la photographie très sombre, filmée à la bougie et tout, tu vois, tu fais genre... Bon voilà, c'est un peu toujours comme ça, tu vois, genre quand on fait des films d'époque, j'ai l'impression qu'ils font toujours référence à Barry Lyndon, alors qu'il y a, bah, je sais pas, genre, il y a Sofia Coppola qui a fait Marie-Antoinette, hein, donc il y a d'autres moyens de faire, mais malgré tout ça, bah, j'ai quand même beaucoup aimé Jeanne du Barry, c'était très attachant, on est vraiment pris dans l'histoire, dans les émotions du personnage, dans ce qu'elle vit, dans tous les drames, dans tous les bonheurs qui vont se passer, et non, ouais, j'étais vraiment très surpris, et je m'attendais pas à autant aimer ce film, puisque bah, il est né dans ce top quand même, un film d'époque français, mais ouais, non, le film était vraiment très bien mené, très bonne mise en scène, et on s'attache vraiment à tout ce qui se passe, et moi j'ai été pris dans le film, et j'ai beaucoup aimé, voilà. Et maintenant, le numéro 9. Pouvez-vous considérer que celui que vous estimez être votre ennemi pourrait devenir votre ami? La guerre, c'est pas un truc de fille. T'as compris? Oh, attendez-moi! La guerre des Lulu, un autre film français d'époque, hein, puisque c'est un film qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Non, la Première Guerre mondiale, pardon. J'en ai fait une critique au début de l'année, donc en mars-février, je crois. Vous pouvez l'avoir pour avoir un avis plus complet sur le film, mais ouais, c'est clairement un des meilleurs films que j'ai vu cette année. C'est vraiment un film pour enfants, très bien mené en termes de mise en scène aussi, qui est très enfantine, légère quand il faut, dramatique quand il faut, et aussi impressionnante quand il faut, notamment avec la scène où il débarque en voiture dans les tranchées et tout, tu vois, genre ça rend très bien en termes de décor et tout, ça marche très bien en termes d'effets spéciaux aussi, c'est pas trop mal, c'est vraiment ambitieux, ça en met plein la vue, et c'est aussi, c'est ultra touchant, tu vois, genre ce côté, l'innocence de l'enfance, le côté mignon qui est confronté à la guerre et à l'horreur. Et les deux émotions très opposées cohabitent très bien dans le film, et donc du coup ça donne un côté conte tout simplement au film, voilà, conte pour enfants qui m'a beaucoup plu, tu vois, et que j'ai vraiment été pris dedans, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et maintenant on passe au numéro 8. Ant-Man et la guêpe, Quantumania, ouais, encore une fois là aussi, j'en avais fait une critique au tout début de l'année, vous pouvez la voir pour avoir mon avis plus détaillé sur le film, puisque je vais pas m'attarder dessus, mais ouais, non, c'est clairement, pour moi c'est le meilleur film Marvel de l'année, hein, même The Marvels, dont j'ai fait une critique aussi, était plutôt pas mal. Au final, le seul film Marvel que je trouve un petit peu en dessous, c'est Les Gardiens de la Galaxie volume 3, mais ouais, non, Ant-Man et la guêpe, j'ai vraiment surkiffé. C'est clairement, c'est un des meilleurs films Ant-Man. Tu vois, j'avais adoré le premier, le 2 je le mettais souvent un petit peu en dessous, mais au final je le revois un peu à la hausse. Mais là le 3, j'ai vraiment beaucoup aimé, tu vois, genre peut-être même un peu plus que le premier. Et ouais, non, ça marchait vraiment super bien, tu vois, alors on sent vraiment le côté plus sombre, dramatique, avec les enjeux forts de Kang et tout. Et là, c'est aussi ce qui est cool, c'est que contrairement aux autres films Ant-Man, là pour le coup, ils ont vraiment développé le scénario et créé des enjeux personnels autour de Ant-Man, tu vois. Ils ont vraiment créé une dualité entre Ant-Man et Kang. Enfin, ce variant de Kang, tu vois. Parce que c'est ce que j'avais pas dit dans ma vidéo, mais justement, dans les deux premiers films Ant-Man, les deux méchants, donc Darren
Et le fantôme, tu vois, bah, c'était que des méchants qui avaient un rapport avec Hank Pym, tu vois, donc l'ancien Ant-Man. Et là, pour le coup, bah, là, dans ce film-là, bah, Ant-Man, il a pour une fois, il a enfin un vrai méchant personnel, tu vois, avec Kang qui le menace et tout, et qui capture sa fille. Et après, à la fin, Ant-Man, il est en colère contre Kang, donc du coup, il prend, parce qu'ils n'ont pas respecté leur accord, donc du coup, il prend ça personnellement, tu vois, genre, littéralement, ils prennent ça personnellement, il a enfin un rapport personnel avec un méchant, donc ça rend aussi le truc beaucoup plus... comment dire, ça rend les enjeux plus dramatiques, tu vois, genre, tu sens vraiment l'émotion. Et pareil aussi, le personnage de Darren, ben là, du coup, justement, dans le premier film, c'était un méchant de Hank Pym. Et là, bah, comme Ant-Man l'a battu, et ben là, du coup, ils ont développé le personnage de Darren pour en faire MODOK et pour qu'il ait un lien avec Ant-Man. Donc là, ils ont vraiment voulu recentrer le truc autour de Ant-Man, qu'il ait vraiment un lien, un rapport personnel avec les méchants, MODOK et Kang. Et bah, j'ai trouvé que ça marchait très bien, ça nous fait... On s'investit du coup encore plus dans l'histoire et dans les personnages, puisque bah, là, le personnage, il a deux méchants au cul. Et t'as aussi Janet aussi qui a un lien avec Kang, du coup, c'est très personnel, ça marche très bien dans le film, et non, j'ai vraiment beaucoup aimé Ant-Man et la Guêpe, c'est vraiment typiquement le genre de Marvel qui est très simple, justement, mais qui justement est très fort, tu vois, on s'investit dedans, et non, ça marche vraiment ultra bien. Et maintenant, le numéro 7. Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, mais qui apparemment va changer de titre dans la partie 2, donc bah, ça servait à rien de l'appeler partie 1, voilà, mais ouais, là aussi, encore une fois, ce film, j'en ai parlé dans une critique durant l'été, où j'étais parti à Venise, tu vois, comme dans le film, ultra cool. Bah ouais, non, c'est Mission Impossible, comme tous les Missions Impossibles, je l'ai adoré, c'était vraiment un super bon kiff, hein. Encore une fois, ça fait honneur à la saga Mission Impossible, malgré le fait qu'il soit très long, qu'il dure 2h40, bah, je trouvais que dans le film ça passait très bien, on sentait pas du tout le temps passer, en termes de rythme et tout, de montage, ça marche encore une fois extrêmement bien, et bah c'est Mission Impossible quoi, tout marche ultra bien, tu vois, le drame, la tension, les enjeux, l'action, les cascades, la musique, le rythme, le côté urgent de la situation, le côté nerveux, tu vois, avec cette intelligence artificielle, du coup, tu vois, c'est vraiment ultra cool, on est vraiment à fond dans le film, ça marche ultra bien. Et ce qui me fait aussi un peu peur parce que du coup bah justement à chaque film Mission Impossible ils augmentaient un petit peu la menace pour rendre les films plus intéressants, et là du coup avec ce film là qui va être en 2 parties, bah du coup on sent le côté le vraiment dangereux de cette entité, puisque du coup c'est pour ça aussi qu'il faut un film en 2 parties, tu vois, c'est aussi pour montrer que là vraiment c'est la plus grosse menace qu'ils ont affrontée. Je suis un peu déçu que le film ait été un flop, puisque bah, même si le film a rapporté 569 millions au box-office mondial, ce qui est un bon score, le film avait un budget de 290 millions, donc bah c'est pas rentable, hein, puisqu'il a fallu que le film rapporte beaucoup plus malheureusement. Mais malgré tout, bah, on aura quand même la partie 2, hein, évidemment, puisque même si le film n'a pas été un gros flop, hein, c'était une déception. C'est pas un échec, c'était une déception au box-office, tu vois, parce qu'il a quand même rapporté de l'argent, mais malgré tout, on aura quand même la suite, puisque parce que c'est quand même Tom Cruise, hein, il a de l'argent pour faire ses missions impossibles, et j'en suis très heureux, hein, puisque ça aurait été quand même dommage qu'il fasse un film qui s'appelle Partie 1, où on n'a pas la fin de l'histoire et où on n'a pas la suite, mais au final, on l'aura, ça c'est très cool, et ouais, dans ce film-là, j'ai un gros kiff. Super. Et maintenant, on passe au numéro 6. Gueule Noire, voilà, la dernière critique que j'ai fait de l'année dernière, et maintenant que j'y pense, il y a beaucoup de films français, quand même dans mon top, hein, c'est assez rare, puisque d'habitude, moi je préfère en général, je préfère plutôt les films d'action, de fantasy, divertissement, tout ça, et juste les films gros spectacles, ou qui sont, même en termes de drame, aux États-Unis, je trouve qu'ils font mieux qu'en France, en général, mais là quand même cette année il y a beaucoup de films français, hein. Là c'est déjà le 3e, et c'est pas le dernier, mais ouais, dans Gueule Noire, là aussi,
Je vous dirai, je vais faire ma critique si vous voulez avoir un avis plus détaillé, mais ouais, non, film de genre, d'horreur, avec du gore et tout, du sang dans des mines et tout, et faire en sorte que ça marche ultra bien, ça rend ultra bien. Non, c'était vraiment ultra kiffant. Ce film, je l'ai adoré, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année Gueule-Noire, hein, ça marchait super bien, c'est vraiment comme je l'ai dit dans ma critique, hein, j'ai pas vu le film, j'ai vécu le film, vraiment pour dire à quel point j'étais pris dans le truc, dans l'ambiance, dans la tension et tout. J'ai vraiment adoré ce film-là, c'était vraiment super cool, et ouais, c'est clairement un des meilleurs films que j'ai vu cette année, j'ai vraiment adoré, et il faudrait que je le revoie le plus vite possible. Et maintenant on passe au numéro 5. We are supposed to be the good guys. We are. Spider-Man 2, Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai quelques défauts à lui reprocher, mais notamment quelques petites incohérences, mais notamment à la fin, avec vous savez, la machine, j'y reviendrai, mais après, dans l'ensemble, il est dans mon top, c'est vraiment un super kiff ce film, hein, il est encore plus créatif que le premier, puisque là on voyage, c'est Miles qui justement, comme son indique, va dans d'autres Spider-Verse, et donc on voit d'autres univers, et c'est toujours ultra kiffant, le film est toujours ultra généreux et créatif, notamment dans ces univers, hein, même au tout début, quand on voit l'univers de Gwen qui est très coloré, avec des couleurs très mauve, rose et tout, et où on a un côté peinture, aquarelle et tout à son univers, c'est très joli. Et tout ce qu'on voit aussi après avec quand Miles il est dans l'univers Mumbatan, où c'est un mélange entre Mumbai et Manhattan aussi, et ça rend ultra bien, c'est très créatif. La fin aussi avec la Spider Society qui est dans 3000 ans dans le futur, dans une ville qui s'appelle Nueva York, donc c'est New York mais 10 000 ans dans le futur, et là aussi la ville est ultra cool, et je crois genre déjà rien que la Spider Society, le décor il est ultra cool en forme de triangle et tout avec plusieurs barres, ça marche très bien, et même la ville où ils sont dans le futur, Nueva York, c'est une ville du futur avec des tours de 3 km, et je crois que t'as un train qui est sur une route qui va jusqu'à la lune, et t'as des autoroutes aussi dessus, c'est ultra ouf comme décor, c'est ultra généreux. Pareil aussi les autres Spider-Man qu'on nous montre, donc genre le Spider-Man genre Miguel O'Hara justement, qui a des toiles laser, donc c'est dire des toiles d'araignée, mais c'est des toiles laser rouges. C'est super cool. T'as la Spider-Woman aussi qui a moto, ça c'est une bonne idée. T'as le Spider-Man justement India qui lui fait lance d'étoiles mais avec un diabolo. T'as Hobie Brown, le Spider-Punk aussi, qui a un style en mode papier découpé et tout. Ça aussi c'est super cool. Ça rend vraiment très bien, et même pareil aussi pour les autres styles, t'as le personnage de la Tâche aussi qui rend très bien. Au début aussi t'as le vautour qui vient de la dimension, Léonard de Vinci, donc lui il est genre il est en vieux papier et tout, donc c'est ultra cool à voir, c'est ultra génial. Même en termes de mise en scène, je trouve ça aussi ouf, avec au tout début t'as Gwen qui est dans son univers, et le film illustre tout son problème qu'elle a à cacher sa double identité, donc ils te font plein de scènes où justement on la voit elle, et on voit son reflet dans une vitre, et dans la vitre elle est en costume de Spider-Gwen, ou à l'inverse elle est en costume de Spider-Gwen derrière des portes, puis après les portes s'ouvrent et là elle a son apparence normale et tout, donc c'est plein de petits trucs comme ça, ils font ça tout le temps dans la première partie, tu vois, genre c'est simple, mais j'ai trouvé que ça marchait très bien, ça rend vraiment très, très bien. Et pareil aussi pendant tout le reste du film, les scènes d'action sont ouf. Rien que la scène de début, quand Miles il affronte la Tâche dans la ville, avec la Tâche qui peut créer des portails et tout, genre qui rentre dans des portails et tout, genre c'est ultra dynamique, c'est vraiment ouf en termes d'action. Pareil, toute la scène d'action à Mumbatan avec tous les Spider-Man, ça rend ultra bien. La scène de fin aussi d'action sur le train, ça rend super bien, j'ai vraiment adoré ça. En termes de mise en scène, c'est incroyable, et ça montrera à tous les gens qui disent que l'animation c'est que pour les enfants et c'est du sous-art, c'est moins bien que les films en live, je suis désolé, mais Spider-Man Across the Spider-Verse, il a une meilleure direction artistique et une meilleure mise en scène que beaucoup de films live qu'on voit passer au Festival de Cannes ou aux Oscars, tu vois, genre ce film-là, il est vraiment ouf à tous les niveaux. La musique aussi est super cool, il y a beaucoup de thèmes musicaux très marquants que je retiens, notamment celui de Miguel et de la Tâche.
T'as aussi la musique de fin aussi qui marche très bien, mais même toutes les chansons, toutes les musiques qu'ils mettent dans le film en général sont vraiment très bien et ça rend le film vraiment ultra marquant. Bon après il y a aussi, comme j'ai dit, un petit problème de... Enfin j'ai un petit truc qui me chiffonnait, c'est à la fin, quand Miles il est dans la machine, le retourninateur qui renvoie les gens dans leur univers, bah, la machine analyse le corps de Miles, sauf qu'elle le renvoie dans la Terre 42, parce que la machine a analysé les molécules de l'araignée qui venaient de la Terre 42. Parce qu'on nous révèle que l'araignée qu'il a mordue dans le premier film, en fait c'est une araignée qui vient d'un autre univers. Donc du coup ça veut dire que Miles, genre c'est une espèce d'hybride qui vit avec les molécules, donc le venin d'une araignée d'un autre univers, et lorsque la machine l'a analysé, bah, elle a analysé les molécules de l'araignée qui viennent de l'autre univers. Donc du coup c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre parce que du coup bah, la machine devrait le renvoyer chez lui, mais le renvoie dans Terre 42, donc ça veut dire que la machine pense qu'il est de Terre 42 vu ses molécules, donc est-ce que Miles qui devrait pas bugger tout le temps, ou alors s'il bug pas, peut-être qu'il a réussi à assimiler les molécules de Terre 42, tu vois, peut-être que bah, dans la suite on va révéler que Miles il est spécial et c'est l'élu et je sais pas, genre il a un corps qui peut assimiler plusieurs trucs de plusieurs univers, hein, pourquoi pas, hein, c'est possible, hein, puisque bah, justement dans ce film on nous a révélé un truc par rapport au premier film dont on se doutait pas du tout, parce que dans le premier film quand on voyait l'araignée qui mordait Miles, bah, l'araignée elle glitchait un peu, donc du coup on se disait ah c'est juste un effet de style. Sauf en fait on nous dit que bah non, l'araignée elle glitchait comme les gens qui viennent d'une autre dimension, parce que l'araignée vient aussi d'une autre dimension. Donc du coup ça montre que bah, ils ont vraiment travaillé leur scénario en trilogie, tu vois, depuis le début, que tout a été pensé globalement, donc bah peut-être que cet élément là aussi que je trouve incohérent, bah, il aura sa réponse dans le troisième film, puisque bah, c'est un film en 2 parties et c'est une trilogie. Peut-être, hein, on sait pas, hein, mais du coup, bah, pour l'instant, cet élément-là que je trouve un peu incohérent, bah, je leur laisse le bénéfice du doute parce que bah, c'est une petite incohérence, c'est un peu bizarre, mais bah, peut-être que dans le troisième film, ça aura une explication, donc je leur laisse le bénéfice du doute. Mais sinon, à part ça, le film, génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et t'as clairement envie de voir la suite, surtout à la fin où t'as Gwen qui crée son propre groupe de Spider-Man avec les anciens du premier film et les nouveaux de celui-là. Ça va être super cool, ça donne clairement envie de voir la suite. Et maintenant, le numéro 4. Il vient vous chercher avec tout son arsenal. C'est quoi le plan, Dom? Là, je sais plus. Tu pourras jamais me prendre ma famille. Waouh! Mais vraiment, mais waouh! Je m'attendais pas à ce que ce 10e Fast and Furious soit aussi bien. Enfin, techniquement 11, puisqu'il y a eu Hobbs & Shaw, mais dans la chronologie officielle, c'est le 10e, mais vraiment, je m'attendais pas à ce que ce film soit aussi bien. Parce que j'avais pas été déçu par le 9, hein, j'en avais parlé il y a 2 ans dans ma critique, mais j'avais bien aimé le 9, mais là ce 10e là il est allé au-dessus, enfin tellement au-dessus, alors qu'en plus il y avait eu des problèmes de production. Il y a le réalisateur Justin Lin qui est parti et qui a été remplacé par Louis Leterrier. Je sais pas ce que Justin Lin aurait donné dans ce film, mais Louis Leterrier là en termes de cinéma, il a fait un travail mais de malade. J'espère qu'ils vont le reprendre pour les suites, hein. Oui, parce que oui, à la base, Fast and Furious 10 devait être le dernier diviseur en 2 parties, Fast and Furious 10 et 11, sauf qu'ils ont dit qu'au final, non, il serait divisé en 3 parties, donc on aura donc là, on a vraiment une trilogie de fin, et ils vont aller jusqu'au Fast and Furious 12. Mais bref, j'ai adoré ce 10e opus, Fast and Furious, il était vraiment incroyable. Il y a tout ce qu'il faut dans Fast and Furious, c'est l'action démentielle et démesurée, elle est géniale, c'est la scène d'action à Rome avec la boule, magnifique, elle est géniale cette scène, elle est vraiment ultra divertissante, et même si elle a l'air idiote en soi, on voit qu'elle a quand même été intelligemment pensée, parce que bah, ils ont choisi de faire toute cette scène à Rome, et Rome, bah, justement, c'est celle qu'on appelle la ville aux 7 collines. Donc du coup, bah, à Rome, bah, il y a des endroits où il y a des collines, donc où il y a des rues en pente, où il y a des escaliers, où il y a des dénivelés. Donc du coup, bah, c'est un endroit parfait pour y mettre bah, une énorme bombe comme ça en forme de boule, puisque bah, elle va rouler toute seule dans les rues, tu vois. Genre, s'ils auraient tourné cette scène dans une ville genre New York ou Chicago, tu vois, genre une ville plate,
bah la boule se serait arrêtée, tu vois, ou en tout cas ça aurait pas été logique qu'elle continue à avancer. Sauf que là, bah, dans une ville où t'as des rues en pente et tout comme ça, bah, comme Rome, bah, la boule elle va filer, attirée par la gravité dans les rues comme ça, et donc ça rend la scène logique, tu vois, ça l'a reçu ultra bien, et ça montre quand même que malgré tout ce que les gens disent, bah, Fast and Furious c'est une saga qui peut avoir l'air stupide en apparence, pour moi elle l'est pas, mais en vrai elle est intelligemment pensée cette saga, elle est très bien pensée. Et pareil, t'as tellement aussi de money shot, on va dire, mais tellement de scènes vraiment que moi je trouve iconiques, qui sont incroyables, genre toute la scène justement où ils sont à Rio et ils refont une scène d'action sur le pont comme dans le 5 aussi, ça marche très bien. La scène d'action aussi où John Cena il a une voiture qui tire des obus, des missiles. La scène où Vin Diesel il tire 2 hélicoptères, c'est ouf, ça marche super bien, t'as des beaux plans sur les autoroutes, tu vois, genre ça rend vraiment très bien en termes d'action. Et pas pareil, genre même juste le plan qu'on voit dans la bande-annonce, t'as Michelle Rodriguez donc Letty, qui suit le méchant à moto, et il y a un moment elle est donc jouée par Jason Momoa, donc Dante, et il y a un moment il fait tomber un truc sur la route et elle peut plus passer, sauf que Letty bah, elle fait pivoter sa moto pour passer au-dessus. Non mais cette scène elle est magnifique. Mais cette scène-là, elle est magnifique, c'était incroyable, tu vois, et tout le film est incroyable. Et dans le film aussi, ils utilisent un truc, un nouveau truc, c'est que ils utilisent évidemment les drones pour filmer les courses-poursuites, ce qui rend très bien, mais ils utilisent aussi ils utilisent des caméras virtuelles, enfin des caméras numériques, et ils s'en servent pour faire plein de plans très intéressant, très audacieux, hein. C'est très généreux en termes de mise en scène, genre par exemple t'as des plans où t'as toutes les voitures alignées, t'as la caméra qui passe à travers le pare-brise de chaque voiture, donc bon ça je crois ils l'ont déjà fait avant, mais là le revoir, bah je sais pas s'ils l'ont déjà fait, mais en tout cas c'est un plan qui rend très bien. T'as des plans aussi, tu vas voir la caméra qui va tourner à l'extérieur de la voiture, puis à l'intérieur, puis des plans où la caméra va tourner dans la voiture et tout, faire plein de plans autour des personnages, et ça c'est un truc quand même assez original qu'ils avaient jamais fait avant dans les films Fast and Furious. C'est vraiment en termes de mise en scène, c'est généreux et créatif, et ça rend vraiment ultra bien, quoi. Et le méchant, Dante, il est... c'est le meilleur méchant de la saga, et de loin, quoi. Mais vraiment, c'est le meilleur méchant de la saga, et honnêtement, avoir ce méchant-là comme méchant final, ça marche ultra bien, quoi. D'autant plus que là, c'est un méchant personnel, qui en veut vraiment à Dom et sa famille, qui veut tous les tuer, tu vois, genre... Donc tu sens vraiment le lien entre Dom et le méchant, donc ça crée vraiment une confrontation... personnel, donc il y a plus d'enjeux, il y a plus d'émotions, ça marche très bien, et non, j'ai vraiment adoré cette première partie, et j'attends avec impatience la deuxième et la troisième, donc le Fast and Furious 11 et 12, mais ouais, dans la Fast and Furious 10, je suis allé le revoir 3 fois au cinéma, enfin je suis allé le voir 3 fois, et ouais non, c'était vraiment un gros kiff, j'ai adoré. Et maintenant on passe au troisième. I want you to find your peace, but the good death only comes after a good life. Waouh, je sais pas si c'est parce que c'est le premier John Wick que je vois au cinéma, parce que les 3 premiers John Wick je les ai pas vus au cinéma, je les ai tous rattrapés en DVD, et là le 4ème c'est le premier que je vois au cinéma, donc je sais pas si c'est pour ça que je l'adore, ou si c'est juste parce qu'il est vraiment mieux fait que les autres, mais j'ai revu les 3 premiers John Wick avant de revoir le 4, d'aller voir le 4 au cinéma, et je trouve que c'est un peu des deux, tu vois, genre c'est parce que quand je suis allé le voir au cinéma, je l'ai vraiment vu dans une grande salle, la plus grande salle du cinéma, donc c'était cool, mais je trouve aussi que vraiment ce 4ème opus, il est vraiment mieux fait, beaucoup mieux fait que les 3 premiers, tu vois, surtout en termes de mise en scène. C'est déjà, visuellement, ça rend ultra bien, les couleurs, les néons et tout, mais bon, comme d'habitude dans les films John Wick, mais là aussi en termes de décor, de lumière et tout, genre rien que le méchant, le marquis de Gramont, à chaque fois qu'on le voit, il y a toujours une lumière dorée dans la pièce où il est, quand il est au Louvre, quand il est dans son bureau, tu vois, genre le mec il est dans un bureau, dans un gratte-ciel, mais genre il y a 30 mètres de hauteur sous plafond avec des piliers énormes dans son bureau, donc c'est ouf, et il y a toujours une lumière dorée quand on le voit lui, mais c'est ultra beau, et les scènes d'action sont extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Toutes les scènes d'action, la scène d'action au Japon, celle dans la boîte à Berlin, mais c'est une boîte bizarre parce que c'est une boîte qui est dans une espèce de vieux temple à Berlin, mais à l'intérieur t'as des immenses cascades, des chutes d'eau, mais c'est une boîte de nuit, c'est ultra cool et fantaisiste comme décor, et pareil aussi toute la scène d'action de fin à Paris, c'est la course-poursuite autour de l'Arc de Triomphe avec toutes les voitures, magnifique. La scène aussi tout en plan séquence où on le filme de haut, au-dessus du décor, elle est incroyable. La scène d'action sur les marches de l'escalier de Montmartre, mais incroyable.
là aussi, et toute la scène d'action aussi de fin en mode duel et tout au pistolet, mais c'était incroyable. Il y avait tout d'incroyable. Toutes les scènes d'action en soi étaient incroyables, tu vois, genre faire une course-poursuite de scènes d'action tout autour de la place de l'Étoile, de l'Arc de Triomphe avec des voitures qui passent et tout, en soi c'est une bonne idée, mais c'est aussi ultra prenant, tu vois, dans la mise en scène, parce que tu vois, genre à chaque scène d'action, Chad Stahelski va vraiment créer de la mise en scène, enfin créer une ambiance pour chaque scène d'action, et il va te faire rentrer dedans, tu vois, genre toute la scène au début à l'hôtel japonais, il y a toute une longue montée en tension avant que l'action démarre. Pareil aussi à la boîte de nuit, en Allemagne, t'as toute une scène où ils sont assis devant un mec en train de sortir des cartes de poker et tout, et ils se parlent, et t'as la tension qui monte, puis après hop, t'as la grosse musique dubstep et il arrive dans l'hôtel. Et pareil aussi quand t'as toute la scène d'action à Paris, bah t'as plusieurs niveaux, tu vois, t'as plusieurs scènes d'action. D'abord t'as des courses poursuites à Paris, puis après t'as la course poursuite dans la salle de l'Étoile, enfin autour de l'Arc de Triomphe, puis après t'as la scène d'action en plan zénithal dans une maison, puis après t'as la scène d'action sur les marches de Montmartre, tu vois, donc il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs scènes d'action, et à chaque scène d'action, elles vont être rythmées par une musique faite par une hôtesse qui annonce des trucs dans une radio, et donc du coup ça, avec cette mise en scène, avec ce truc, tu vois, de musique, bah, à chaque fois il crée une ambiance différente pour chaque scène d'action, il arrive vraiment à nous faire rentrer dedans, et malgré le fait que le film dure 2h40, je crois, bah du coup, on reste vraiment à 100% dans le film, et on est vraiment pris dans chaque scène, et... Ah ouais, non, c'était ouf, hein. C'était vraiment... John Wick chapitre 4, c'était ultra ouf, c'était dingue, j'ai surkiffé le film, c'est le meilleur film d'action de l'année. Voilà, et je m'attendais pas à la fin, pour le coup, et apparemment ils veulent en faire un 5e, et je sais pas pourquoi, je sais pas comment aussi, vu la fin, et vu aussi que John Wick Keanu Reeves, il est vieux, et il dit que bah il peut plus trop... il a du mal à tenir le rôle très physique de John Wick maintenant, donc je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller avec un 5e film, mais en tout cas ce 4e là, c'est mon préféré de la saga John Wick, et c'était vraiment extraordinaire, j'ai surkiffé. Ah oui, et j'ai aussi John Wick 4 en DVD, voilà, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, mais ouais, j'ai aussi pris en DVD parce que bah voilà, je l'ai adoré. Voilà, je voulais juste le montrer. Et maintenant, le numéro 2. Profite de cette journée. Elle va être mémorable. Et oui, il porte très bien son titre, hein, parce que bah ouais, Alibi pour Comme 2, là aussi j'en ai fait une critique au tout début de l'année, vous pouvez aller la voir. Mais ouais, hein, c'était... Je crois, je l'ai pas revu depuis, hein, j'essaierai de le revoir au cinéma ou en DVD, mais ouais, non, je me souviens encore du film, de toutes les blagues, ce film c'est un truc de ouf, tu vois, alors Alibi pour Comme 2, c'est un des meilleurs films de Philippe Lachaud. Je sais pas si... Je pense clairement que avant je considérais que Babysitting 2 et Nicky Larson c'était ses meilleurs films, mais là Alibi pour Comme 2, là je crois vraiment il est à l'au-dessus, tu vois, genre c'est 1h30, il doit y avoir 300 blagues qui se suivent tout le temps dans le film, mais elles sont toutes drôles. Je rigolais tout le temps, il n'y a pas une seule minute dans ce film où j'étais pas mort de rire, toutes les blagues étaient parfaitement, elles étaient toutes drôles, elles étaient très bien mises en scène, très bien préparées, très bien montrées, et à chaque fois c'était... Je vous l'expliquerai dans ma critique, mais ouais, non, c'était vraiment un truc de dingue, ce film, c'est clairement une des meilleures comédies que j'ai jamais vu de toute ma vie, tu vois, genre je rigolais non-stop, là ils sont vraiment allés super loin, c'était vraiment un truc de ouf, tu vois, c'était incroyable. Et autant le premier Alibi.com, je l'aimais vraiment bien, il était cool, mais là celui-là, le 2, ils sont allés à un niveau tellement au-dessus, genre c'est dingue, c'est incroyable. Et je m'attendais pas à ça, mais je veux un Alibi.com 3 maintenant. Moi avant, j'étais beaucoup plus sur Babysitting, et j'attends toujours Babysitting 3, mais ils ont dit qu'ils allaient le faire, ils attendent juste de trouver la bonne idée. Mais là maintenant que j'ai vu le Alibi.com 2, mais je veux un 3e, tu vois, genre si c'est de la qualité du 2e, et s'ils arrivent à aller au-dessus, je veux un Alibi.com 3, parce que vraiment celui-là, c'est... Waouh, c'est un chef-d'œuvre de la comédie, c'était excellent, incroyable. Et maintenant nous passons au numéro 1, le top 1 de ce top des meilleurs films de l'année 2023, le film donc que j'ai le plus aimé de l'année dernière, le voici. Bref, pas de stress.
je le kiffais tellement, on l'a déjà pris en DVD, mais ouais, non, c'est... Super Mario Bros, le film, c'est incroyable. Et pas seulement incroyable parce que c'est le fantasme de voir justement cet univers, l'univers de Mario dans un univers, dans un film. Déjà rien que ça en soi, c'est ultra kiffant, c'est génial à voir. Mais c'est aussi parce que le film est juste ultra bien fait. Tu vois, genre en termes de mise en scène, tu vois, bon, déjà même en soi, le côté adaptation de l'univers de Mario en film, ça déjà en soi c'était très compliqué à faire parce que bah Mario, les jeux Mario, il n'y a pas d'univers en fait, hein, c'est vraiment des jeux vidéo avec des niveaux, mais il n'y a pas de monde, tu vois, genre c'est pas comme dans la légende de Zelda où il y a le monde de Hyrule ou Star Fox où il y a le monde de Lylat, justement. Mario, il n'y a jamais eu de monde. Et du coup, tout le défi de ce film, c'était justement d'arriver à créer un univers de fantasy cohérent, un monde cohérent, uniquement à partir des différents niveaux de jeux vidéo auxquels on a pu jouer, de l'univers que ça montrait, et ils ont totalement réussi ça. Ça marche ultra bien, et ils ont totalement réussi à intégrer tous les trucs, enfin tous les, justement, design de jeux vidéo, mais dans cet univers de fantasy, mais sans essayer de les expliquer, tu vois, c'est ça qui est cool, tu vois, genre c'est qu'ils n'ont pas voulu rendre cet univers de fantasy non plus trop logique, tu vois, en expliquant tout ce qui se passe, tous les trucs, tu vois, genre parce que c'est un film américain, enfin c'est un film américano-japonais, mais comme c'est fait par Illumination, donc des Américains, donc on pourrait se dire les Américains ils vont essayer de tout rendre logique, tout rendre cohérent comme ils font souvent, mais là non, comme Nintendo évidemment a beaucoup bossé aussi sur le film, ils ont vraiment créé un univers de fantasy avec Mario qu'on n'a jamais vu avant, tu vois, parce que c'est clairement un univers de fantasy qui reprend tous les codes des jeux Mario, y compris les trucs de jeux vidéo, genre les plateformes, elles tiennent dans les airs et c'est comme ça. Pareil, les power-up avec les boîtes jaunes et tout, avec les points d'interrogation, dans leur univers il y a des power-up et c'est comme ça. Même les cartes aussi, où on a des cartes et on peut rouler sur des arcs-en-ciel et on se déplace à travers de tuyaux, tu vois, comme dans le jeu vidéo, et c'est comme ça dans l'univers de ce film, tu vois, genre ils ont pas essayé de rendre ça logique et tout et cohérent, non, c'est les codes du jeu vidéo, et enfin c'est un univers de fantasy, et t'as des power-up et des singes dans des cartes, et c'est comme ça qu'est l'univers, et c'est tout, tu vois, genre c'est ultra cool, parce que du coup, ça nous montre, ce film, ça nous montre un univers de fantasy qu'on n'a jamais vu avant au cinéma, tu vois, genre un univers de fantasy comme ça, fantaisiste avec des trucs magiques et tout, mais qui a plein d'éléments de jeux vidéo et qui sont considérés normales comme ça. Je crois qu'on n'a jamais vu ça au cinéma. Tu vois, genre ça me fait penser à des séries, des animés japonais, des isekai justement, où il y a justement ça, où tu as des personnages qui sont transportés dans un autre monde, un monde de fantasy, mais un monde de fantasy qui a des éléments de jeux vidéo qui sont innés, quoi, qui sont dans le monde, tu vois, genre il y a ça dans Danmachi, Konosuba ou le héros bouclier par exemple, mais faire ça dans un film au cinéma, on n'avait jamais vu ça, tu vois, genre un monde de fantasy vraiment comme ça, genre vraiment un monde où des gens vivent, mais où t'as des codes de jeux vidéo qui sont là et qui sont normales, tu vois, genre c'est ultra cool, genre il y a tellement de plans dans ce film où justement la caméra est libre, genre et bouge dans tous les sens, fait des plans incroyables en plan séquence, justement, donc des trucs qu'on pourrait pas faire en vrai, surtout dans ces décors, sauf que là ils peuvent le faire vu que c'est en animation et ils en profitent bien, puisque waouh, non mais le film Mario il est vraiment ultra dynamique, quoi. T'as les plans par exemple où t'as Mario et Peach qui s'entraînent et quand ils sont en train de faire le parcours, t'as la caméra qui tourne en 360 autour de Peach, et puis après ils te font un plan au ralenti sur les Bill Ball, puis après ils filment Peach et ils font un zoom sur elle, puis après ils dézooment et la montre en train de sauter et tout, tu vois, genre c'est ultra fun et dynamique. Par aussi t'as toute la scène de combat entre Mario et Donkey Kong, elle est aussi ultra divertissante et aussi ultra dynamique en termes de mise en scène, tu vois, genre t'as un plan incroyable où t'as justement, ils s'affrontent sur une arène où c'est des poutres qui l'évitent dans les airs, t'as Mario il est sur une poutre et il tombe, et la caméra le suit en plongée, puis après Mario il arrive à se rattraper à une plateforme, sauf que la caméra elle continue de descendre, et après elle se relève pour filmer Mario en contre-plongée, tu vois, genre, et ça te crée un plan qui est juste genre incroyable, tu vois. Et la course-poursuite de cartes aussi, sur la route arc-en-ciel, mais
elle était magnifique, tu vois. Magnifique déjà parce que bah, c'est de rotard arc-en-ciel, donc forcément c'est beau, mais aussi en termes de mise en scène, tu vois. Là aussi t'as la caméra qui te fait des 360, qui fait des plans séquences, tu vois, avec Mario qui monte sur une branche de la route qui est à l'envers, puis après il tombe, puis après on le suit tomber, puis après il monte dans une autre voiture et tout, genre et ensuite tout ça en plan séquence, c'est assez incroyable, et t'as tout un plan où... Mais même dans les trucs, même quand il n'y a pas de scène d'action, même quand c'est juste une scène où c'est Mario qui avance dans le royaume des champignons, bah même là t'as un plan qui tourne tout autour de Mario pour te montrer tout l'univers, toute la ville des champignons autour de lui et tout, et le plan continue à tourner indéfiniment autour de lui en même temps qu'il marche, et même des trucs comme ça, c'est incroyable, tu vois, et ça marche super bien. J'ai pas vu le film en anglais, pour le coup, je le verrai en anglais maintenant que j'ai le DVD, mais j'ai pas eu le temps de le voir en anglais quand j'étais au cinéma, j'ai trouvé connaissance en VF, mais faut quand même le dire que, quand même, Super Mario Bros, ce film, il a eu le meilleur doublage du monde, à savoir le nôtre, le doublage VF. Voilà, non mais faut le dire, hein, tous les acteurs, tous les comédiens ont tous été parfaitement choisis, ils ont tous la bonne voix qui colle au personnage, et évidemment aussi il faut parler de la chanson Peaches, qui en VF a été un peu modifiée pour avoir... Il y a une petite modification, parce qu'en anglais il dit que Peaches, parce qu'en français on a eu droit à la petite variation Pitchounette. Et voilà, mais juste ça, juste ce Chounette, tu vois, ce Pitchounette, il rend la chanson encore bien meilleure, et la VF le sublime d'autant plus. Voilà, c'était génial. Donc voilà, Super Mario Bros, le film, top 1 de mon année 2023, c'est le film que j'ai le plus aimé de l'année dernière, et j'attends avec impatience la suite, hein, parce que évidemment ils ont pas mis tous les personnages du premier coup, hein, il y a une scène post-générique à la fin d'ailleurs où ils montrent Yoshi, donc voilà, ils vont avoir Yoshi, et ils vont amener aussi tous les autres personnages qu'on n'a pas vus, hein, Princesse Daisy, Princesse Harmony, Wario, Waluigi, tout ça, ils vont aller dans les galaxies aussi, et c'est sûr ils vont le faire, mais voilà, ils ont à peine gratté la surface de l'univers Mario, donc c'est sûr qu'on aura des suites, et on aura aussi des films Zelda, tout ça. Ils vont vraiment créer Nintendo va vraiment créer un univers cinématographique Nintendo, avec Star Fox aussi, et après ça va faire un Super Smash Bros en film. C'est sûr ils vont faire ça, mais en tout cas s'ils font ça, j'aimerais vraiment, pour le coup, ils sont déjà en train de faire un film Zelda, mais pour le coup j'aimerais vraiment aussi qu'ils fassent un film Kid Icarus Uprising, parce que je suis ultra fan du jeu vidéo Kid Icarus Uprising qui est sorti en 2012. C'est vraiment un jeu vidéo magnifique. C'est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Je ferai peut-être une vidéo un jour. Et justement, il y a un petit easter egg dans le film. Hein, il y a un moment, il y a Mario qui joue à un jeu dans sa chambre, et il joue justement à Kid Icarus, mais la version de 86, la première version. Et moi, je suis ultra fan du jeu vidéo de 2012, donc le remake qu'ils ont fait, qui est pour 3DS, qui est incroyable. Et s'ils font plein de films comme ça sur des jeux vidéo Nintendo, ce qu'ils vont faire, j'aimerais vraiment qu'ils en fassent un sur Kid Icarus, ce serait extraordinaire. Mais ouais, mais aussi sur les autres films Mario, parce que vraiment, celui-là, c'était vraiment quelque chose. Et voilà, c'est la fin de ce bilan 2023 et de mon top des meilleurs films de 2023. J'espère que ça vous a plu, hein, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, et quels sont vos films préférés de 2023. Likez ma vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!